Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Paul Oro, qui est journaliste et président des journalistes ivoiriens de France. Meledj Aka Émile Giovanni, juriste, écrivain et militant de l'Union des Nouvelles Générations. Et notre éditorialiste Jean-François Akandi. Le gouvernement ivoirien a obtenu 325 millions de dollars de la Banque mondiale. Ce fonds sera consacré notamment à d'importants projets routiers mais aussi énergétiques. Les autorités ivoiriennes visent une capacité installée de 4000 MW. Une démarche qui pourra faciliter l'accès à l'électricité mais aussi stimuler l'économie de la Côte d'Ivoire. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. En Côte d'Ivoire, le défi de l'accès à l'électricité est lancé. Depuis près de 5 ans, l'électrification de toutes les régions du pays constitue l'une des priorités du gouvernement. Le 30 mars 2017, le pays a obtenu un prêt de 325 millions de dollars de la Banque mondiale, un prêt qui sera consacré à d'importants projets d'extension des réseaux routiers et énergétiques permettant de sortir plus de 10 régions du pays de l'obscurité. Le taux d'accès à l'électricité dans le pays est d'environ 29%. Il est relativement faible par rapport aux pays ayant un niveau de revenu par habitant similaire. Par contre, le taux de couverture qui est de 78% signifie qu'une grande partie des habitants des zones électrifiées ne sont pas raccordés au réseau qui est pourtant proche de chez eux. Dans les zones rurales, le déficit s'explique surtout par les frais initiaux de raccordement trop élevés. La Côte d'Ivoire a un important potentiel énergétique. Le pays peut même produire jusqu'à 12 millions de tonnes annuelles de biomasse. Exemple du projet Biokala qui, s'il est mis en place, sera alimenté par 400 000 tonnes de déchets végétaux pour une production de 46 MW. Ce serait aujourd'hui une aberration qu'on fasse l'impasse sur les énergies renouvelables, sur le développement durable. Je veux dire qu'il faut savoir effectivement diversifier cette manne-là pour que ces formes d'énergie qui aujourd'hui ont démontré leur impact, leur nécessité, soient vraiment prises en compte. En 2030, le pays compte réaliser 15% de mix électrique et 20% de capacité hors hydroélectrique. Plusieurs prêts avaient été annoncés depuis 2016 par la Banque mondiale. Ils sont en cours. Leur concrétisation débloquera 1800 milliards de francs CFA. Rappelons que pour l'émergence, la Côte d'Ivoire vise une capacité installée de 4000 MW en 2020 contre moins de 2000 actuellement. Cela se fera avec la participation du secteur privé. Jean-François, peut-on reconnaître au gouvernement actuel un effort suffisant fait dans ce secteur de l'énergie ? Diarra, on peut reconnaître un effort. S'il est suffisant, je ne suis pas sûr. S'il est pertinent, je ne suis pas encore moins sûr. Il y a un effort, il y a en tout cas de l'argent qui est mis à disposition, on ne sait pas sous quelle forme de prêt ou de don, pour pouvoir accroître la capacité énergétique du pays. Mais en regardant le reportage tout à l'heure, je me disais que nous n'allons pas réussir à nous défaire d'un certain nombre de travers intellectuels et même de manières de penser. Depuis nos indépendances, nos chefs d'État pensent grands ouvrages, un peu les grands, vous avez vu les grandes centrales électriques, les grandes centrales de panneaux solaires, etc. Mais on peut produire autant de capacités, on peut avoir autant de capacités énergétiques qu'on veut, mais si on n'a pas fait les aménagements de base suffisants, on ne pourra pas tirer l'électricité pour l'amener dans le village, par exemple. Donc c'est quoi, faire des micro-projets dans les champs. Micro-projets, peut-être. Moi, je serais plus favorable. Mais en tous les cas, les aménagements qui sont nécessaires sont des préalables pour pouvoir développer la capacité, pas seulement la capacité énergétique, mais la couverture énergétique du territoire, sachant que ce qui est vrai dans le reportage, c'est qu'en accroissant cette capacité-là, et cette couverture-là, on favorise nécessairement l'économie du pays. Et c'est une vérité élémentaire dans tous les pays africains. Mais je ne suis pas convaincu par ces grands matu-vus de grands panneaux solaires qui couvrent des champs à perte de vue, de grandes capacités hydroélectriques, etc. Il faudrait peut-être qu'on se mette dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui ressemble un tout petit peu au mien. Vous avez des cours d'eau partout. Vous avez le soleil partout. Pourquoi ne pas investir plutôt dans des capacités énergétiques maîtrisables localement
par les gens et qui peuvent éventuellement servir des besoins qui sont identifiés par les gens, plutôt que de faire plaisir à la Banque mondiale, aux experts de la Banque mondiale qui passent combien de jours en Côte d'Ivoire? Peut-être 3 ou 4 jours, une semaine maximum s'ils vont dans les hôtels et à la plage sympathiquement. Mais à mon avis, bon, c'est un effort, pertinence. Excellent, je ne suis pas sûr. Monsieur Auro, vous pensez, vous aussi, que ces stratégies devraient plutôt s'orienter vers des projets plus, on va dire, à proximité des habitants ivoiriens? Pour rester dans la dynamique de Jean-François, moi je pense que c'est ce qu'il a dit qui est juste. En Côte d'Ivoire, principalement, la question n'est pas essentiellement... C'est vrai, il y a le problème de la production de l'énergie. On en produit tellement qu'on en vend au Ghana, qu'on vend un peu d'électricité au Burkina Faso. Le problème, c'est la question, comme il a dit tout à l'heure, la question des routes de l'électricité. Parce que l'électricité ne se conserve pas de la zone de production à la zone de consommation. Très souvent, il n'y a pas ce lien-là. Dans les villages, surtout aujourd'hui, ces villages, les zones rurales qui sont en train de... Mais là, les fonds, justement, permettront de construire ce réseau routier énergétique. Justement, nous espérons que cela va se faire. Et ces fonds-là iront certainement, comme il a dit, certainement à certaines entreprises locales qui vont essayer peut-être de créer des entreprises à partir comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique sur place, certainement pour nourrir en fonction du besoin local un certain nombre de la production énergétique suffisante. Moi, je pense qu'on y arrivera. La Côte d'Ivoire en a besoin. Imaginez Abidjan, très souvent, au moins 4 ou 5 fois dans la semaine, il y a des délestats dans chaque commune de chaque commune de la ville d'Abidjan. Je pense qu'il faudrait qu'on règle véritablement ces situations. J'espère que cet argent donné par la Banque mondiale servira à bon escient. Monsieur Meledj, pour conclure, dites-nous vous ce que vous pensez quand on mobilise 325 chaque fois que j'entends que la Banque mondiale offre quelque chose, mon enthousiasme disparaît parce que je sais qu'en retour, il y aura quelque chose à offrir, comme une danse de sorciers. Effet d'annonce, d'après vous? Pas d'effet d'annonce, mais je me rends compte que la Banque mondiale a aidé plusieurs fois la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale, ces temps-ci, a exigé de la Côte d'Ivoire d'augmenter le tarif de l'électricité. Et en juillet prochain, il y aura encore l'électricité qui va connaître une hausse. Et encore, pour ce prêt, j'imagine qu'il y aura encore d'autres hausses. Et moi, sincèrement... vous n'y croyez pas? J'y crois. Malheureusement, mais je sais qu'il y aura le retour du bâton sur les pauvres populations qui ne vivront pas, qui verront leur consommation, la facture de leur consommation augmenter. C'est ce qui me désole. On va à présent parler du Sénégal où le président sénégalais Macky Sall veut revaloriser la pension de retraite. Le chef de l'État a donné des instructions au gouvernement pour relever la pension minimale de retraite à 98% du salaire minimum interprofessionnel garanti et ce dès 2018. Les précisions d'Ibrahima Dioumaba. Au Sénégal, les pensions de retraite sont en passe d'être revalorisées. Lundi 24 avril 2017, le président Macky Sall a décidé de relever la pension minimale de retraite à 98% du salaire minimum interprofessionnel garanti dès 2018. Il l'a fait savoir en marge de la deuxième conférence sociale sur la réforme des retraites. Il faut comprendre que ceux qui gagnent un SMIC ou un salaire inférieur à 100 000, 150 000, que le niveau de cotisation soit faible. Il faut aussi dire à ceux qui gagnent 1 million de francs, voire 5 millions, qu'ils doivent prendre les dispositions pour augmenter leur niveau de cotisation et demain, à la retraite, pouvoir mériter d'une retraite confortable. Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, le président Macky Sall a pris plusieurs mesures pour la prise en charge des retraités. Depuis janvier 2017, la mensualisation du paiement des pensions de retraite est entrée en vigueur. J'ai demandé au gouvernement, depuis le 1er janvier 2017, d'exonérer l'IPRES de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les revenus, de la contribution des propriétés foncières bâties et non bâties, de la surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis et de la patente. Macky Sall a demandé au gouvernement de veiller au reversement intégral des cotisations exigibles sur le traitement des salaires. Il a annoncé une réforme paramétrique du Fonds national de retraite et la mise en place d'une pension complémentaire.
Jean-François, 98% de hausse pour la pension minimale de retraite des travailleurs sénégalais, 98% sur le salaire minimum interprofessionnel garanti. Est-ce que c'est une piste de réponse pour pallier à ce problème des retraités sénégalais ? Moi, je suis très heureux pour les retraités sénégalais. Ils vont voir leur capacité de financement, en tout cas leur pouvoir d'achat augmenter. Est-ce que c'est le moment, dans un pays où le chômage des jeunes flambe, où il y a des difficultés de financement d'un ensemble de dispositifs, y compris des dispositifs professionnels? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce qui est annoncé, c'est-à-dire non seulement la baisse, enfin l'augmentation des pensions de retraite, mais aussi une exonération fiscale qui devrait aider à cela, tout cela, c'est un ensemble de mesures dont il ne faut pas se dire que ce sont des mesures électoralistes. Nous savons qu'il y aura bientôt des élections dans ce pays et que le président Macky Sall, depuis le Ouaharet, est un peu dans une position un peu difficile. Vous parlez là des législatives de juillet prochain, voilà, c'est un effet d'annonce ou pour attiser un électorat? Non, j'ai dit qu'il ne faut pas le penser du tout. Je ne veux pas pousser mon mauvais esprit jusque-là. Mais il faut le dire clairement. Ce que je veux dire sur le fond, je pense qu'il y a une réflexion à laquelle l'Afrique n'échappera pas, qui est celle de la destination des cotisations du travail. Dans des pays où nous avons un chômage de masse, où nous avons un secteur informel de masse, est-ce qu'on peut continuer à se satisfaire d'un système de vase clos, d'un vase clos qui concerne seulement des travailleurs? Je cotise pour moi. Alors que nous avons tout un environnement qui a besoin de cela. Ça, c'est une réflexion, je crois, de fond. Donc c'est dire que ces systèmes de répartition de retraite vont poser problème dans quelques années? Ce sont des systèmes qui ont été copiés sur la France et qui sont des systèmes qui datent du 19e siècle. Mais maintenant, les circonstances ont changé. Et nous sommes sur un autre continent, nous avons une autre réalité. Peut-être n'est-il pas interdit d'innover un tout petit peu, de s'asseoir un tout petit peu, de réfléchir, pas seulement avec les travailleurs, pas seulement avec les représentants des travailleurs, mais aussi de façon plus large sur la société, sur l'usage que l'on peut faire d'un certain nombre de fonds que l'on prélève, soit par l'impôt, soit par les cotisations de cette manière-là. Pour résumer, je suis très heureux pour les retraités sénégalais. J'irai les voir plus souvent parce que maintenant ils vont avoir les moyens. Mais ça mériterait une petite ouverture quand même sur ces questions-là. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous d'avoir participé à notre débat. Jean-Paul Auroux, vous êtes journaliste, vous êtes également président des journalistes ivoiriens de France. Merci de m'avoir invité. Merci également à Meledj Aka Émile Giovanni, juriste, écrivain, militant et militant de l'Union des Nouvelles Générations, UNG. Merci de m'avoir invité. Et merci enfin à notre éditorialiste Jean-François Akandi pour toutes ces précisions. Merci infiniment. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité se poursuit.